Donc, on va passer à l'exposé de Gérard Mourou, que je ne vais pas présenter, mais que je vais encore remercier d'être venu, parce que je sais que faire 2 exposés dans la même journée, se lever à 5 heures du matin. Donc... Oui, ça peut être dur. Voilà, merci. Mais ça peut valoir le coup, hein, parce que lorsqu'on voit la scène... On ne peut pas changer la souris. Je crois que je ne vais pas le regretter, hein, parce que j'apprends beaucoup de choses, en fait, ici. Et puis aussi, le spectacle qu'on a tout de suite en regardant par la fenêtre, merveilleux. Bon, je vais un petit peu revenir sur les choses que j'ai dites ce matin, donc à propos de cette lumière extrême, justement, qui nous permet d'avoir absolument toutes de faire des choses, d'observer des choses, mais qui sont absolument extraordinaires, et aussi de créer. On a parlé de température extrêmement élevée, de pression extrêmement élevée, de champ électrique extrêmement élevé, tout ça. Et tout ça, ça peut être produit par le laser. Je trouve que c'est fascinant. Donc, une des choses, comme je l'ai dit ce matin, ce qui est vraiment le laser, la physique du laser est essentiellement, disons, la physique atomique, et maintenant vraiment on plonge dans le régime subatomique, et c'est ce dont je vais vous parler, et on va y aller d'autant plus facilement que on va pouvoir créer donc des impulsions les plus brèves possibles et les plus courtes possibles, et bien sûr les impulsions les plus courtes possibles, c'est des impulsions avec un cycle. Alors, là aussi c'est fascinant, hein, parce que bon, on a des longueurs avec le laser, on a des longueurs de cohérence absolument extraordinaires, hein, qui va, je sais pas quel est le record actuellement, mais c'est les longueurs de cohérence de plusieurs dizaines de fois ou centaines de fois, peut-être la distance Terre-Lune. Mais aussi, de l'autre côté, la longueur de cohérence, ça peut, bien sûr, ça peut se visualiser, c'est un laser extrêmement stable, hein, avec des chaos, enfin, des sauts des sauts de phase, donc de toutes les secondes, quelque chose comme ça, et qui va jusqu'au simple cycle. Ça, c'est extraordinaire. Je trouve ça, c'est extraordinaire, vraiment. Et tout ça à 1 électronvolt. Bon, donc... donc ça, je démarre par mon graphe là, qui décrit bien sûr les intensités qu'on peut produire, qu'on a pu produire à partir des années 1960, lorsque Neyman a démontré le laser. Et alors, donc, comme je disais, au départ, on a produit tout de suit les 10 puissance 8, 10 puissance 10 watts par centimètre carré. Ensuite, on a pu augmenter avec des technologies nouvelles, le switching, le mode locking, etc. Et après, bon, il y a eu ce fameux plateau à 10 puissance 15 où là, les effets non linéaires étaient devenus insupportables et on ne pouvait pas déplacer. On est arrivé donc avec Donald Strickland avec le CPA et là, maintenant, ça nous a permis, bien sûr, de décoller. Les intensités de focalisation pouvaient maintenant, on a tout de suite pu avoir les 10 puissance 18 watts par centimètre carré, c'est-à-dire le régime où maintenant on est obligé de tenir compte de la masse de l'électron. Hein, donc dans la formule de Lorentz, F égale QE, c'est la masse de l'électron maintenant qu'il faut relativiste, hein, qu'il faut tenir compte. Dont les choses se compliquent et ça conduit vraiment tout à fait à une optique complètement nouvelle, hein, parce que l'optique donc j'allais dire de papa, c'était l'optique où la vitesse de l'électron, bien sûr, est négligeable devant la vitesse de la lumière, et là, à 10 puissance 18, c'est plus le cas.
la vitesse de l'électron oscillant dans le champ laser maintenant est proche de la vitesse de la lumière. Donc ensuite, donc il y a, ça c'était entre 10-18 et 10-25, il y a une autre limite, c'est celle de maintenant, c'est pas tellement l'électron bien sûr est relativiste, mais il y a le proton lui-même devient relativiste à 10 puissance 25. Ensuite, il y a une zone, la zone jaune là maintenant, où vraiment il y a les effets non linéaire du vide, hein, dont il faut penser, et jusqu'au moment où on produit le claquage du vide, hein, c'est-à-dire où on matérialise le vide. Ça, c'est à 10 puissance 29 aux intensités de Schrödinger. Hein. Voilà. Alors, on en est actuellement à 10-23, 10-25, et le rêve, bien sûr, c'est d'aller aux intensités où on peut claquer le vide, hein, étudier la composition du vide, etc. Donc, d'une façon nouvelle, hein, avec le laser, et non pas avec des accélérateurs de particules. Alors, comment arriver à ces 10 puissances énormes, quoi, ces intensités de 10 puissance 29, quelque chose comme ça, aux intensités de Schrödinger, c'est ce que je vais vous parler un petit peu. Alors, il y a deux choses, bien sûr, on sait très bien que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, bien sûr, on a intérêt à utiliser les impulsions, à créer les impulsions les plus courtes. Et alors, les plus courtes, bien sûr, c'est ces impulsions qui sont limitées par le cycle unique. Et aussi, il faut focaliser cette lumière sur la longueur d'onde, la tâche de diffraction. Donc, on arrive à produire des impulsions qui ont des énergies qui sont contenues dans un volume de l'ordre du lambda cube. Hein. Donc, la durée de l'impulsion étant le cycle optique, donc c'est la durée, c'est lambda sur c, hein, et focalisé sur lambda square, on arrive au lambda cube. Voilà, c'est ce que l'on essaie de faire actuellement, et c'est ce dont je vais vous parler. Donc, alors une chose il faut quand même dire, c'est qu'il y a actuellement le travail sur la lumière extrême suscite énormément d'engouement. Et l'Europe a été extraordinaire parce que elle a fait. Lorsque je suis rentré des États-Unis il y a une quinzaine d'années, une trentaine d'années aux US, j'ai proposé justement de créer des installations d'extreme light, des installations qui pouvaient produire des puissances extrêmes, hein, justement. Et maintenant, il y a 3 installations hein, qui sont créées et il y en a une en Roumanie, l'autre en Hongrie, l'autre en Tchéquie. Hein. Et dernièrement, comme je le mentionnais ce matin, on voit ces installations hein, qui sont absolument géantes. Et ce que j'ai mentionné ce matin, le record en puissance de 10 pétawatts. Hein. Donc, le 10 pétawatts, c'est, comme je disais ce matin, enfin 1 pétawatt, c'est 100 fois ou 1000 fois la puissance que l'on crée hein, pour que nous puissions fonctionner. Hein. C'est donc la puissance de toutes les centrales nucléaires, et même les centrales non nucléaires, etc., qui produit l'électricité. Il nous faut, pour fonctionner, il nous faut à peu près 17 térawatts, hein, donc, mais on continue bien sûr. Et là, le pétawatt, donc, c'est à peu près 50 fois cette puissance, donc c'est considérable. Alors, il y a trois installations, comme je disais, qui ont été construites,
Et actuellement, il y a à peu près une quinzaine de jours, 2-3 semaines, le laser Thales a produit ces 10 pétawatts. Donc c'était quelque chose d'absolument remarquable. Bon, mais, donc ça c'est seulement pour vous dire que le milieu le domaine de la lumière extrême extrêmement vivant. Alors, bon, maintenant, oui. Alors, donc l'idée, c'est maintenant de produire des impulsions à un cycle unique, hein, avec, donc, pour produire, bien sûr, les champs électriques les plus élevés. Donc, je parlerai de la compression. Alors, ça sera une première compression dans le visible, mais si on veut aller encore plus haut, ben, il va falloir faire cette compression dans le domaine X, peut-être aussi dans le domaine gamma, hein, toujours dans le cycle unique. Donc tout ça, ça va nous ouvrir des possibilités énormes, par exemple, pour la création de champs électriques pour la propagation, pour l'accélération de particules, qui est extrêmement efficace, hein, de l'ordre du TeV par centimètre. Alors le TeV, c'est le CERN, hein, c'est le LHC, c'est un TeV, hein, donc c'est 27 km. Et là, nous, on se propose de le faire sur 1 centimètre. Voilà. Et puis aussi, la production de neutrons, de protons et de neutrons, aussi extrêmement importante, hein, comme je disais ce matin, pour le médical, pour l'environnement, etc. Des applications absolument gigantesques dans ce domaine-là. Et puis bien sûr, là ce sont des applications sociétales, et puis après bien sûr les applications en cosmologie, etc. Bon, je vais pas tout évoquer, on va en regarder quelques-unes. Donc, the name of the game, okay, c'est seulement maintenant d'essayer de comprimer les impulsions sur des impulsions qui sont sur le cycle unique. Donc, de prendre des impulsions qui sont au départ, qui sont déjà elles-mêmes au départ assez courtes, hein, d'une vingtaine de femtosecondes, et puis de les raccourcir par un facteur 10, c'est-à-dire regarder qu'un cycle. Là, on se trouve dans le visible, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'on a deux femtosecondes. Donc, comment faire? La raison pour laquelle les impulsions que l'on a sont de 20 femtosecondes, c'est que, bien sûr, la bande passante des amplificateurs qu'on utilise pour générer les impulsions courtes, eh ben, nous bloque, nous fixe la durée de l'impulsion. Bon, alors, comment aller au-delà? Comment ça se fait, ça, qu'on ne peut pas... Ah. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme on est limité par la largeur de bande des amplificateurs, et on prend bien sûr des systèmes d'amplification qui ont les bandes passantes les plus élevées, eh bien, il va falloir élargir cette bande. Okay, donc, on va faire ça de façon très simple, hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser maintenant les effets non linéaires, on va produire ce qu'on appelle la self-phase modulation, hein, pour élargir la bande, c'est-à-dire que si on peut faire un changement de phase extrêmement rapide, eh bien on va élargir la bande. Et on fait ça justement en utilisant le fait que l'indice de réfraction à certaines intensités devient bien sûr une fonction de l'intensité. Donc on va pouvoir élargir la bande grosso modo comme la dérivée donc, de l'intensité. Et donc, on va pouvoir élargir. Alors, ça, c'est des manips qui ont été faites il y a pas mal de temps. On a pu démontrer ça dans les années 80 avec des fibres optiques, là encore. Hein, parce que là, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise
cette modulation de phase, on peut la créer dans une fibre optique. Les fibres optiques, c'est très correct parce que c'est très agréable parce que elles sont, on peut même avec très peu d'intensité finalement, mais si on prend une fibre longue, on peut produire des changements de phase conséquents et de façon rapide si on utilise des impulsions très brèves. Donc on peut élargir la bande. Donc ça a été démontré dans les années 80, 85. Et ça nous a permis donc d'avoir des impulsions, de raccourcir les impulsions de l'ordre, partant d'impulsions de la picoseconde, d'aller jusqu'à quelques femtosecondes, c'est-à-dire ça faisait 6 cycles, voilà, 6 ou 7 cycles piques, c'était un grand truc. Alors après, on a pu faire mieux en utilisant des capillaires, non pas des fibres, mais des capillaires, parce que bon, on était intéressé aussi à mettre plus d'énergie dans l'impulsion, donc on a utilisé le capillaire comme structure de guide, et puis la fibre. Et là, on est arrivé à comprimer les impulsions. Au départ, c'était des microjoules, des nanojoules, jusqu'au millijoules. Maintenant, si on veut aller plus haut en puissance, et bien à ce moment-là, il faut qu'on comprime des impulsions aux joules, dizaines de joules, etc. Et là, on utilise plus la structure guidée. Au contraire, on prend des plaques de verre ou de plastique, etc., fines, et on utilise le fait que les faisceaux qui sont produits par le laser sont des top hats, et donc on peut créer la self-phase modulation sur une surface. Hein. Et bien sûr, avec une grande surface, on a beaucoup d'énergie, et le fait qu'on a le top hat, ça nous permet donc de faire de créer la self-phase modulation de façon uniforme. Et là, donc, on a déjà démontré les choses jusqu'à un certain niveau, qu'on pourra comprimer des dizaines de joules, hein, voire des centaines de joules, sur un cycle optique. Donc, le système est très simple. Ah, j'arrive pas. Hein. Voilà, merci. Donc, on prend un laser. Là, je m'excuse, enfin, c'est un des lasers Thales, hein, qui nous produit ces impulsions de l'ordre d'une centaine de joules, et avec un très beau faisceau, Tarpad. Donc, on peut faire ce que l'on pourrait faire. Et, si vous voulez, encore. D'accord, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va donc utiliser cette impulsion qu'on voit en haut à gauche, le top hat, hein, en haut à gauche, et cette impulsion fait dans le temps, fait à peu près une vingtaine de femtosecondes. Et bien, on va la passer dans un premier film, hein, pour obtenir donc l'élargissement spectral. Et bon, avec la dispersion, l'impulsion qui est donc une gaussienne, grosso modo, va devenir trapézoïdale, parce qu'on additionne les fréquences, ces fréquences sont dispersées, etc. Ensuite, donc, on a créé des fréquences, donc l'impulsion est potentiellement courte, elle est toujours longue, mais elle est potentiellement courte, et on va la comprimer. On comprime les impulsions par des systèmes qui ont des gradients c'est des systèmes qui sont des miroirs, qu'on appelle les miroirs chirpés, voilà. Et avec ces premiers miroirs chirpés, on prend cette impulsion qui est 25 femtosecondes, mais après l'élargissement spectral, il est potentiellement de l'ordre de 25 femtosecondes, de 5 femtosecondes, et donc on obtient ces 5 femtosecondes avec ces miroirs chirpés. Ensuite, on recommence une deuxième fois,
Et on espère, enfin, on n'a pas encore démontré, on a démontré les 10 femtosecondes actuellement, mais on espère démontrer le 2 femtosecondes, et les 2 femtosecondes, de la même façon, nous donnerait un cycle unique. Voilà. Donc, on a l'énergie dans un cycle unique. Alors maintenant, bon, un cycle unique, c'est 2 femtosecondes. Mais je voudrais aller beaucoup plus loin que ça. Parce que si on veut vraiment aller à la limite de Schrödinger, il faut qu'on obtienne des puissances très très élevées. Encore une fois, j'ai montré qu'on maintenant on pourra faire le 10-25, mais pour aller au Schrödinger, il faut 10-29, donc il faut des impulsions encore beaucoup plus courtes pour pouvoir produire ces impulsions avec des pics très élevés. Donc, cette impulsion de 2 femtosecondes, c'est encore dans le visible. S'il vous plaît. Oui, là, c'est le... Oui, on voit là donc le profil, on voit l'impulsion de 20 femtosecondes initiale. On l'a comprimé une première fois à 5 femtosecondes et une deuxième fois à 2 femtosecondes. Slide suivant. Voilà, encore. Donc maintenant, 2 femtosecondes, c'est encore trop long. On voudrait aller dans les attosecondes, et ensuite, même après l'attoseconde, on pourrait aller dans le zeptoseconde. Dans l'attoseconde, comment comprimer notre impulsion qui est dans le visible dans le domaine de l'attosecond. Voilà. C'est ce que je vais démontrer. La slide suivante. Oui, alors, comment comprimer cette impulsion visible, hein? On va utiliser ce qu'on appelle le principe de compression relativiste, hein? C'est-à-dire que ça va être finalement un miroir qui va se déplacer à la vitesse, la vitesse relativiste. Et donc, si on a un miroir, on a notre impulsion, là, qui bien sûr, elle, se balade à la vitesse de la lumière, et si on crée un miroir qui va à l'inverse de la lumière, qui va dans le sens opposé, eh bien, il va y avoir donc un effet relativiste qui va comprimer cette impulsion. Je vais vous montrer comment on fait ça. Donc, l'impulsion, ici, on prend simplement un spécimen, donc quelque chose de très simple, hein, parce que c'est un miroir, disons, on envoie l'impulsion sur un miroir, hein, et c'est ce miroir d'argent ou d'or. Et donc, cette impulsion-là, maintenant, va créer un plasma, hein, parce que là, elle est focalisée, donc il y a une intensité extrêmement élevée, va créer un plasma. Ce plasma, c'est des électrons, c'est une soupe d'électrons et de protons. Et sous l'effet de la pression de la lumière, vous savez, ces millions de tours Eiffel sur mon doigt, va vraiment... next slide. Okay. Va déformer ce miroir. Non, encore. Revenez. Voilà. Donc, voilà. Non, pas ça. Voilà. Arrêtez là. Donc, cette impulsion, bien sûr, qui est gaussienne, parce qu'enfin, gaussienne, une fonction d'Herry, qui a un certain profil, va bien sûr pousser au centre et moins sur les bords. Et mais ça va être un miroir déformable. Ce qu'on a, c'est parce qu'il va y avoir les électrons qui vont, eux, réagir tout de suite, parce qu'ils sont plus légers que les ions. Donc, on va établir une charge d'espace absolument phénoménale, hein, donc, et qui va inciter les électrons ensuite à revenir. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est un miroir, mais ces électrons ou ces protons vont revenir attirés par les protons, qui eux n'ont pas bougé, et vont revenir à une vitesse absolument proche de celle de la vitesse. Donc, on a réalisé un miroir
qui se déplace à la vitesse de la lumière. Voilà. Alors maintenant, si vous avez un miroir qui se déplace à la vitesse de la lumière, j'ai compris même. Okay. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous avez donc la lumière qui arrive, qui est incidente sur le miroir. Ensuite, vous avez, alors bien sûr, qui se propage à la vitesse de la lumière, hein, et le miroir qui est à la vitesse de la lumière, qui est proche de la vitesse de la lumière, eh bien, et qui va bien sûr réfléchir la lumière, et qui, elle, la lumière va donc être réfléchie, mais à la vitesse de la lumière. Donc, vous avez la vitesse de la lumière, la vitesse de la lumière et la vitesse de la lumière. Tout ça fait que vous allez, l'impulsion qui va émerger va être comprimée. Hein. Elle va être comprimée d'un facteur gamma, hein, gamma de Lorentz, et c'est-à-dire le gamma du miroir qui se déplace. Donc, tout ça, et donc, l'impulsion va être comprimée, mais elle peut être comprimée d'une façon extrêmement importante. Si par exemple, là, sur ce graphe, je montre en abscisse les intensités, hein. Bon, là, c'est exprimé en vecteur normalisé. Donc, c'est le champ électrique, en fait, qui est démontré. En fonction, vous voyez que la durée de l'impulsion que l'on peut obtenir, c'est la durée initiale. Bien, c'est de l'ordre de 600 attosecondes, je vais faire les choses simples, divisé par le champ électrique normalisé. Et on peut produire des champs, on va pouvoir produire des champs électriques normalisés de l'ordre de 100. Hein. Ça veut dire on devrait arriver assez facilement à aller à 600 attosecondes divisé par 100, à l'ordre de quelques attosecondes. Hein. Donc là, on a quand même réduit la durée de l'impulsion de la femtoseconde à l'attoseconde. Maintenant, si on obtient des champs électriques beaucoup plus élevés, si on arrive à produire des champs électriques beaucoup plus élevés, alors à ce moment-là, on arrive à des durées d'impulsion qui sont encore 1000 fois plus courtes, hein, de l'ordre de zeptosecondes. Hein. Et bien sûr, on est loin de cela, hein, mais enfin, c'est ce que nous indiquent les codes. Et bien sûr, alors, une zeptoseconde, c'est... Encore, allez-y. Ouais. Ouais, alors, je vais revenir. Donc, si on a des impulsions de zeptosecondes, bien sûr, si on prend un joule, hein, parce que après tout, on utilise des lasers qui font des dizaines de joules, hein, pour faire tout ce travail-là. Seulement un joule en une zeptoseconde, et bien on a le zétawatt, 10-21 watts. Et mais ce zétawatt, il est extrêmement intéressant parce que bon, il a une puissance absolument phénoménale. Mais en fait, le zeptoseconde, si on est dans le zeptoseconde, on est forcément dans le rayon gamma. C'est-à-dire ce que l'on a fait, on a pris finalement une impulsion qui est cohérente, un cycle optique dans le visible, on l'a transposé dans le domaine des gammas. Enfin, ça c'est le plan. Hein. Alors, on arrivera certainement à le faire facilement dans le domaine attoseconde, mais dans le domaine gamma, ça sera peut-être un peu plus difficile. Donc, arriver à et cette impulsion comporte qu'un cycle optique, c'est-à-dire qu'elle est cohérente. Hein. Donc, finalement, c'est un nouveau laser, c'est le laser gamma, hein, qui donne des impulsions absolument gigantesques et qui fait bien sûr des impulsions très brèves. Donc, c'est quelque chose ensuite, donc le fait d'avoir ces impulsions dans le gamma qui ont une puissance absolument considérable, ouvre des portes extraordinaires, comme je vais vous le montrer, et ce qui va on va pouvoir produire des gradients absolument énormes, hein, et produire des cernes sur le pouce. Et alors aussi sur le plan du claquage du vide, sur le plan de la matérialisation de la lumière, on devrait y arriver assez rapidement parce que
ce zeta-watt, si on le met sur une surface qui est de l'ordre de la longueur d'onde au carré, bien sûr que là, la longueur d'onde, c'est la longueur d'onde dans le domaine gamma. Hein. Alors, on aura peut-être des problèmes avec la focalisation de l'énergie sur ces dimensions-là, mais on arrivera facilement aux 10-29 watts par centimètre carré. L'endroit où vraiment maintenant la lumière devient matière. Hein, et où le vide aussi devient matière. Ouais, bon, allez-y. Donc maintenant, rapidement, si on fait ça, bon, alors à ce moment-là, encore une fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir accélérer les particules, pas seulement, comme je l'ai montré ce matin, avec un milieu gazeux où on produit ces vagues de plasma et qui nous permet d'accélérer les électrons. Mais maintenant, on n'a pas besoin de gaz. Maintenant, le gaz, ça va être un solide. Hein, et on va pouvoir utiliser les solides pour faire ce qu'on faisait avec le gaz. Mais l'avantage, bien sûr, du solide, c'est que, bien sûr, la densité électronique est 6 ordres de grandeur plus que les gaz. Donc, on va pouvoir produire des champs électriques, non pas du gigaélectronvolt par centimètre, mais du téraélectronvolt, des téravolts par centimètre. Allons-y encore. Oui. Bon, là, je passe, mais encore. Voilà. Donc, là, je monte l'anneau du CERN, 27 km. Si on utilise le Wakefield dans le gaz avec le visible, eh bien, on aurait ramené la dimension de ces systèmes gigantesques d'une façon considérable à une centaine de mètres. Si maintenant on va dans le domaine X, eh bien, X ou gamma, eh bien, ces accélérateurs sont encore beaucoup plus petits. Donc, bon, je passe ça. Next, la suivante. Oui, alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, pour la première fois, hein, parce que on va pouvoir produire des particules au lors du PEV. Actuellement, on ne sait pas produire si on veut des particules, on va se rapprocher de ce qui est fourni dans le cosmos, en fait. Hein. On est très très loin de là. On va pouvoir donc ça, c'est bien sûr, c'est extrêmement intéressant sur le point de la physique, hein, parce que on va pouvoir faire sur la table ce qui se passe dans le cosmos. Pas plus. Voilà. Bon, ensuite, bon, ce qui est extrêmement intéressant pour la société, je pense, c'est la possibilité maintenant de faire des protons, comme je disais ce matin, relativistes. Hein. Bon, je vais pas revenir là-dessus. On peut donc, l'idée c'est d'accélérer les protons jusqu'au GeV, et donc d'avoir des systèmes qui soient extrêmement compacts, pas des usines à gaz qui font des kilomètres de long, mais des choses qui sont de l'ordre du mètre aussi. Next. Bien. Alors, avec justement, on peut montrer que en utilisant ces impulsions maintenant à un seul cycle, on peut arriver à la génération du proton au niveau du GeV très très facilement. Voilà. Et donc, si on a ces protons, et ben à ce moment-là, bon, en utilisant la spallation, on peut faire des neutrons. Ça, c'est très très connu. L'intérêt, bien sûr, là, on fait pas de nouvelle physique. On a maintenant un outil qui peut nous permettre d'avoir des particules qui puissent nous donner des particules à des valeurs d'énergie très très importantes de façon simple. Hein, donc encore, voilà. Non, encore. Ouais, on veut passer ça. Encore. Voilà. Alors maintenant, on arrive aussi, donc, comme je disais, au claquage du vide, à observer maintenant qu'il y a une birefringence du vide, hein, et bien sûr, on aimerait bien l'observer. Hein. Pour l'observer, il faut bien sûr des intensités qui soient élevées, comme je disais. Effectivement, bon, ça c'est les Euler et Heisenberg dans les années 30
en 1930-35, bien sûr, ont émis l'hypothèse que le vide pouvait être polarisé par la lumière, et les intensités, vous voyez, les n parallèles et n perpendiculaires, sont des fonctions de l'intensité. Mais bien sûr, il faut des intensités très, très élevées pour pouvoir voir cette dépolarisation. Donc, le claquage du vide, alors, oui, c'est intéressant de comparer le claquage du vide avec le claquage de ce qui se passe dans les diélectriques, dans les matériaux. Bon, c'est toujours des effets de tunneling. De façon classique, bien sûr, c'est le tunneling par Keldysh qui domine. Et après, bien dans le vide, c'est le tunneling par Schwinger. Et c'est intéressant de voir qu'il y a à peu près 13 ordres de grandeur. C'est-à-dire que le claquage du vide, c'est finalement 13 ordres de grandeur plus grand que le claquage dans les milieux qui sont ordinaires. Je ne vais pas montrer ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si on a ces impulsions extrêmement brèves, extrêmement puissantes, dans le domaine, bien sûr, du gamma, eh bien, on va pouvoir créer des filaments dans le vide, et comme on les fait d'ailleurs dans le visible. Mais là, dans le visible, on le fait ça dans l'atmosphère. Eh bien, on va pouvoir les créer dans le vide. Voilà. Et je crois que c'est fini. Voilà. Alors, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Et une question. Alors, qu'est-ce qui va se dévouer là? Excuse, c'est vraiment très différent des sujets précédents. Merci pour la physique fiction, qui peut-être même pas de la physique fiction. Quoi. Ah non, c'est pas fiction. Non, c'est expérimentalement, c'est de la fiction quand même. Parce que là, c'est ça ma question finalement. Le dispositif que tu as montré tout à l'heure, qui a pour but de faire de la compression sur une seule oscillation, il fonctionne, ça marche. Enfin, on n'est pas à une seule oscillation, mais on a montré le concept. On passe maintenant d'impulsions qui ont une vingtaine de femtosecondes à 4-5 femtosecondes. Ou plus exactement, on a démontré plus exactement 40 femtosecondes en 15 femtosecondes. Là, c'était un premier step. Et maintenant, le deuxième step, on en est d'aller d'une vingtaine de femtoses dessous la dizaine de femtoses. Facteur 2. Mais c'est un effet d'avalanche. Pour créer des impulsions brèves, il faut des impulsions brèves au départ. Et ensuite, les pulsions brèves créent des impulsions brèves qui vont créer des impulsions encore plus brèves. Ok, voilà. On remercie encore Gérard.